Alors, pour les suivis généraux, donc temps de travail, biodiversité, traitement phytosanitaire, voilà, c'est les suivis qu'on a fait, donc qui englobent à la fois maraîchage et arbo. Alors, pour le suivi de temps de travail, on est parti de l'hypothèse que les vergers donc en monoculture étaient des parcelles qui avaient une activité très saisonnière, donc avec une activité répartie généralement sur la période estivale entre mai et août et très peu d'activité donc pendant l'hiver, ce qui ne favorisait pas spécialement l'embauche d'une main-d'œuvre permanente qui pourrait rester à l'année sur l'exploitation, etc. Et du coup, l'introduction du maraîchage, notamment des cultures hivernales, devrait permettre de lisser ce temps de travail sur l'année. Et du coup, on a observé donc le temps de travail pour chaque mois. Et ce que vous voyez, en fait, les pourcentages, ça correspond au pourcentage, par exemple, 11% en janvier pour Nord-Ouest. Ça signifie que le temps de travail en janvier correspond à 11% du travail annuel à fournir sur la parcelle. Du coup, on peut voir que cette hypothèse est bien validée sur le verger qu'on appelle verger classique, qui correspond donc à un verger en monoculture sans maraîchage. On voit que toute l'activité est centrée entre mai et août. Si les temps de travaux vous étonnent un peu, c'est parce qu'il faut prendre en compte que c'est comme le verger de Marforest était en deuxième feuille, deuxième et troisième feuille au moment de cette analyse. Il n'y avait pas de récolte, donc pour le verger classique, on a préparé les chiffres de la bibliographie pour un verger en deuxième feuille, et ça explique qu'il n'y ait pas de récolte, ni spécialement de temps dédié à l'éclaircissage ou quoi que ce soit en avril. Ce qu'il faut par contre retenir, c'est que le temps de travail est beaucoup plus important pour un verger maraîcher. Donc, on avait, nous, d'autant plus en station d'expérimentation avec les mesures qu'on devait faire, un temps qui était, il me semble, 9 fois supérieur à celui qu'on trouvait dans la bibliographie pour une même surface. Mais dans tous les cas, même si ce temps est supérieur, il est mieux réparti sur l'année et du coup, voilà, ça permettrait d'embauche, de pouvoir embaucher des ouvriers qui restent toute l'année sur l'exploitation, qui connaissent les cultures, etc. Ça permet d'intégrer aussi du coup les parcelles agroforestières dans un aspect social. Alors, ça pourrait être utile, mais justement, du fait que ces valeurs absolues soient vraiment largement supérieures, elles n'ont pas été exposées parce qu'elles ne font pas spécialement de sens, d'autant plus que, comme je le disais, même s'il y a une augmentation due au système, il y a aussi le fait que ce temps de travail soit surévalué parce que tout simplement, par exemple, pour les récoltes de maraîchage, comme on voulait faire de l'évaluation du rendement par ligne, il fallait récolter telle placette à tel moment, avec les caisses qu'on étiquette, etc. Enfin, toutes ces actions sur le terrain qui font perdre un temps assez important. Et même la conformation de la parcelle, comme on pouvait le voir au début sur le plan, la parcelle est coupée en deux, avec une partie, du coup, où des fois il y avait du maraîchage sur la moitié de la longueur et de l'enherbement sur l'autre moitié. Et par exemple, le passage d'intercept, etc., ça obligeait à faire des allers-retours. Pareil pour l'entretien de l'enherbement. On a donc vraiment un temps qui est largement surestimé, je pense, et du coup, pas forcément utile à présenter. Ouais. Après, l'important du coup, c'est de voir effectivement la complémentarité avec les travaux en arbo, notamment pour les cultures maraîchères avec janvier-février, où on a quand même des temps de travaux importants. Et ça, même qu'il y ait des suivis de rendement ou pas, c'est pareil. Donc, on retrouve cet aspect revenu supplémentaire et complémentaire par rapport à Donc ensuite, on a aussi suivi la biodiversité sur la parcelle. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est notamment un suivi qui a été effectué donc en 2020, donc au bout de 3 ans de mise en place du projet, où c'est l'entomofaune qui a été suivi à l'aide de pièges jaunes qui ont été mis en place, donc 3 pièges jaunes qui ont été mis en place sur la parcelle agroforestière, donc Marforest, et 3 qui ont été mis en place sur donc, un autre verger de la Centrex, le verger Fan de Bio, qui est un verger d'abricotiers qui ont été plantés à la même date et dont une partie sont de la même variété que ceux qu'on a sur Marforest. Ces pièges étaient laissés pendant une durée de 2 semaines sur la parcelle et puis observés donc à la loupe binoculaire pour identifier assez précisément les auxiliaires et les ravageurs qui étaient présents. Et il y avait aussi, en plus de ça, donc une observation, pareil, toutes les 2 semaines de la biodiversité. Donc directement, on allait observer des plants de maraîchage, une quinzaine de plants par parcelle,
et des arbres. Donc, plus de la moitié des arbres étaient observés toutes les 2 semaines avec des comptages de toute la biodiversité. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait en général peu de pression et de dégâts des ravageurs sur les cultures maraîchères. Du coup, avec peu de traitements nécessaires, on a pu voir donc un seul traitement pour les 3 ans sur la patate douce. Les courges étaient traitées au maximum 2 fois par culture, avec 2 traitements au soufre. Je crois que la culture maraîchère qui a eu le plus de traitements, c'est celle de brocoli, il me semble, où il y en a eu 3,5, on en reparlera plus tard dans le suivi des IFT, donc indice de fréquence de traitement. Et pour les abricotiers et les amandiers, c'est pareil, hein, il y a eu une pression assez faible des ravageurs qu'on peut retrouver habituellement. Après, c'est vrai que sur Maroise, du coup, on a un suivi qui est biaisé par le fait que comme ce sont les 3 premières années du verger, il n'y avait pas encore de fruits, et ce sont les fruits qui attirent une bonne partie des ravageurs, donc ces suivis seront intéressants à poursuivre si le projet continue avec l'arrivée en production des arbres. Mais ce qui ressort globalement quand même, c'est qu'il y a plus d'auxiliaires sur la parcelle, plus de population en général aussi. Donc il y a aussi certains ravageurs comme les limaces, c'est bien on parlait tout à l'heure, ou les noctuels, mais aussi les cicadelles, etc., qui prolifèrent de manière beaucoup plus importante. On verra une partie sur les évolutions. Mais les auxiliaires sont aussi beaucoup plus présents et visiblement, ça permet une gestion de cette population de ravageurs importante parce qu'on a observé peu de dégâts sur les cultures en général. Et du coup, voilà, on revient aussi sur la nécessité de choisir donc des cultures qui soient compatibles au niveau des traitements, au niveau donc notamment des cultures estivales, parce qu'il y aura des traitements généralement sur les abricotiers au soufre, c'est quasi sûr que chaque été, il y aura un traitement au soufre pour lutter contre la rouille ou que ce soit sur les abricotiers. Et du coup, il faudrait avoir des cultures qui soient compatibles, homologuées avec ce traitement. Et moi, pour compléter sur CESA, en fait, on a fait aussi des essais, donc des prélèvements un petit peu de faune auxiliaire. On avait mis des pièges Barber, nous, c'est fait pour l'identification des carabins. Ça avait été fait en 2019. On a fait des tests bêches aussi pour voir un petit peu les vers de terre, l'abondance des vers de terre, dans plusieurs endroits, dans un tunnel maraîcher et aussi dans une friche. Et alors pour les deux résultats, carabe et vers de terre, on a eu aussi une forte, par rapport à d'autres zones, on a eu une forte population et une grande diversité de carabes dans le verger maraîcher de Téna. Et après, alors pour tout l'aspect justement suivi phytosanitaire sur les cultures maraîchères, en fait, on faisait un suivi toutes les semaines. On regardait une dizaine de salades, où ça dépendait de la culture qui était en place, et on regardait les maladies ravageurs qu'on pouvait trouver. Et effectivement, ce qui est le plus ressorti, bon, c'était surtout pour les cultures d'hiver, ce que j'expliquais tout à l'heure, limaces et noctuelles, c'est ce qu'on a le plus vu. Et aussi les acariens en courge en été sur la première année, mais c'était aussi dû au fait qu'on ait un problème d'irrigation à ce moment-là. Donc les acariens se sont développés beaucoup plus rapidement que d'habitude. Voilà. Donc oui, donc sur cette diapositive, là, on peut parler plus précisément donc des IFT. Donc IFT, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'indice de fréquence de traitement, c'est le nombre de traitements à dose pleine sur la surface. Donc ce tableau n'est pas forcément facile à comprendre. Je sais qu'il a déjà suscité des doutes chez certaines personnes. Donc pour bien expliquer, par exemple, là, le chiffre qu'on retrouve ici, le 5,75, c'est comme c'est dit, l'IFT annuel correspondant à une année de la parcelle sur laquelle il y avait la culture de fenouil, celle de courge et aussi celle d'abricotier. Donc c'est l'IFT pour cet ensemble des 3 cultures. Donc ce qu'on peut retrouver ailleurs, voilà, là par exemple pour ce 7 qui correspond à l'IFT d'une année où on aurait mis de l'abricotier classiquement, de la courge l'été et de la mini-blette l'hiver. Donc voilà pour l'explication sur comment lire ce tableau. Donc ce qu'on constate, c'est que la principale source de variation de ces IFT, c'est l'espèce fruitière. On voit que tous les IFT de la partie de la parcelle avec les amandiers sont beaucoup plus faibles, de 4 IFT en fait que ceux liés aux abricotiers. Donc ça confirme notre supposition un peu du départ en choisissant l'amandier
comme étant une espèce qui a peu de besoins en traitement phytosanitaire. Donc pour le maraîchage, on voit qu'il y a une grande variabilité en fonction donc des cultures, et c'est notamment du coup en fonction des cultures hivernales, parce que pour les cultures estivales, il y avait très peu, voire aucun traitement donc sur la patate douce, mais il y avait aussi peu de traitements sur courge, avec 1 ou 2 traitements maximum par été. Tandis que pour les cultures d'hiver, on va donc de 0 à 3,5, donc 0 pour des cultures comme le radis noir qui ont été, malgré leur faible production, ont eu l'aspect positif d'avoir peu de besoins phytosanitaires. Et 3,5, donc c'est pour le brocoli, encore une fois, c'est la gestion pyrrhide, où sur ça, en tout cas, la diversité végétale n'a pas suffi, la présence auxiliaire n'a pas suffi à gérer la pyrrhide. Il a fallu quand même traiter de manière régulière pour pouvoir avoir une récolte correcte. Ces IFT qu'on peut voir sont inférieurs à ce qu'on observe généralement dans la bibliographie pour des vergers, mais encore une fois, il faudra attendre les années d'entrée en production des arbres pour pouvoir les comparer de manière certaine, parce que ça joue beaucoup au niveau de la présence des ravageurs et des besoins en traitement. Mais voilà, un point négatif aussi par contre qui est à souligner, c'est que chaque passage, chaque traitement demande plus de réflexion parce qu'il est plus difficile de prendre en compte donc toutes les espèces présentes, les homologations diverses, etc. Et, je n'ai pas vu la question passer. La question c'était. Alors, il y a 3 questions. Il y a quelle est la gestion de rhizoma à terme? C'est la première question. La deuxième, est-ce qu'on a posé des voiles pour éviter les ravageurs? Et la troisième, y a-t-il des différences d'IFT entre les cultures associées et les cultures pures de verger plein champ, un verger pur? Je vais rhizoma. Honnêtement, je pense pas, je ne vois pas. Ça me dit rien. On n'en a pas eu. En fait, on n'a pas eu de rhizoma sur les parcelles. Pour l'instant, c'est pas posé la question. Les voiles, on n'a pas posé de voiles. Pas pour protéger les cultures. En tout cas, le seul moment où on a mis un voile, c'était pour les cultures d'hiver qui avaient trop tardé. Et en fait, c'était pour les protéger des traitements à l'argile sur abricotier et pas de ravageurs. Et pour la dernière question, du coup, c'était. Et les IFT associés sont-ils plus faibles que les IFT purs? Alors, c'est ce que je disais en fin de diapo un peu, c'est que ce qu'on observe pour l'instant a tendance à montrer ça, oui, par rapport à ce qu'on peut voir dans la bibliographie ou même sur d'autres vergers qu'on connaît dans le coin. Mais pour confirmer ce résultat, il faudrait vraiment attendre d'avoir des arbres en production parce que pour l'instant, on ne sait pas. Oui, on a moins traité parce que on a eu peu de dégâts sur feuilles, etc. Mais il faut voir que ça n'est pas endommagé les arbres possiblement et réduit leur récolte pour plus tard. Du coup, on attend avant de se prononcer vraiment sur ça, d'avoir des résultats d'IFT sur un verger en cours de production. Okay. Donc voilà, on a à peu près fait le tour des expérimentations. On a fait un tableau bilan qui reprend un petit peu les avantages et les inconvénients qu'on a relevés au cours de nos expérimentations. Donc on a un peu des deux. C'est vrai que bon, c'est pas tout bleu ou tout rouge. Donc voilà. Donc pour la partie productivité, donc l'avantage qu'on a quand même remarqué, c'est la vigueur des arbres. Donc on a vraiment vu ça à la Sica Centrex, que les arbres entourés de maraîchage étaient quand même avaient une vigueur plus importante. Et en plus, donc, on a une marge brute qui est positive sur les 3 premières années grâce au maraîchage, ça c'est quand même intéressant. Et les inconvénients par rapport à ça, c'est donc la réduction de la surface de plantation en culture maraîchère. Donc ça, on l'a vu à Tesa, notamment en 2020, avec réduction de 3 à 2 planches. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi à l'installation. Alors, au niveau de l'ombrage, pareil. Donc, nous, on l'a plutôt vu à Tesa aussi, ça, parce que les vergers étaient déjà assez grands. On a plutôt un effet négatif de l'ombrage sur les cultures maraîchères au printemps et en hiver, donc sur les deux, culture d'été, culture d'hiver. Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que c'est vrai que ça pourrait être bizarre de trouver un impact de l'ombrage en culture d'hiver alors que les arbres n'ont pas de feuilles. Mais en fait, si vous regardez bien, les plantations ont toujours été faites au printemps, n'importe quoi, en septembre, pardon. Et en septembre, en fait, fin septembre, les arbres ont encore leurs feuilles. Donc, l'ombrage, en fait, gêne vraiment aux premières semaines de culture des cultures maraîchères d'hiver. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve cet effet après sur
jusqu'en janvier-février, jusqu'aux récoltes. Donc le seul petit cas positif qu'on a trouvé, c'était quand même l'ombrage sur les cultures d'été en salade. Donc on a vu qu'il y avait un léger effet positif de l'ombrage sur cette culture-là, mais c'était en période de canicule, donc il faut faire attention avec ça. Voilà, on a observé ça, mais il faudrait le retester en période en été classique sans canicule, si on arrive à en avoir maintenant. Pour la protection phyto, donc on a vu avec la CICA du coup qu'il y avait un nombre de traitements inférieur avant l'entrée en production, donc ça c'est intéressant. Par contre, l'aspect qu'il faut faire attention, c'est les homologations. Donc, il faut qu'ils soient pareils pour les produits phyto à la fois sur culture arboricole et culture maraîchère, et la complexification des traitements, du coup, par rapport aux divers ravageurs qu'on peut trouver. Pour la gestion de l'herbe, donc l'avantage, ce qui est intéressant, c'est l'enherbement des interrangs qu'on a vu, donc pareil avec la cica, sur la patate douce et les courges. Alors moi, j'en ai pas trop parlé à Tesa, mais c'est vrai que pour les courges, on l'a observé aussi, hein, quand même, la gestion de l'herbe qui était plus ou moins maîtrisée sur les interrangs. Alors par contre, voilà, dans certains cas, il y a quand même eu le passage de l'intercept qui est obligatoire, hein, et donc qui peut être gêné quand les cultures maraîchères sont en place. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Pour la partie biodiversité, donc on a observé plus d'insectes auxiliaires, que ce soit les carabes, les vers de terre aussi dans les vergers maraîchers. Donc en plus, nous, on avait mis des bancs fleuris, etc. Donc il y a un attrait en plus pour les auxiliaires. Et par contre, on a observé plus de ravageurs aussi, notamment plus de limaces dans nos vergers. Pour la mécanisation, alors on n'a pas vraiment trouvé d'avantage, c'est plutôt un inconvénient, le verger maraîcher, avec notamment le besoin de matériel spécifique pour, par exemple, les maraîchers qui veulent introduire de l'arbre dans leur culture. Donc il faut avoir un intercept au minimum, des tracteurs avec des roues fines. Donc voilà, il y a quand même ce besoin-là derrière. Et en temps de travail, donc on retrouve bien sûr donc, plus de travail en verger maraîcher, puisqu'il faut gérer les deux types de cultures. Mais du coup, l'avantage, c'est de pouvoir embaucher à l'année une personne avec les travaux qu'a présenté Maxime sur le temps de travail à l'année. Voilà, donc ça c'était la partie résultat. Donc, je le répète, hein, mais donc, le diapo a été enregistré de A à Z. Donc si vous avez coupé des infos, c'est possible de le réécouter après. Et en plus, je vais vous envoyer le diaporama aussi à la fin de la matinée là, pour les personnes qui sont inscrites. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du bilan des enquêtes vergers maraîchers qui ont été faites au cours du projet. Alors en fait, l'objectif, c'était de connaître un petit peu les avantages, inconvénients et obstacles des producteurs et donc de tous ceux qui ont voulu répondre sur la création d'un verger maraîcher. Donc on a fait l'enquête en début de projet, fin 2017, et j'ai remis l'enquête en ligne là fin 2020 pour voir un peu la différence entre les 3 années. Et donc pour 2017, ce que je vous propose en fait, donc j'ai recensé un petit peu les obstacles qui ont été mis en avant en 2017 et du coup les réponses qu'on aurait pu apporter via le projet Marforest. Donc les premiers obstacles qui ont été recensés, d'abord c'était la mécanisation. Donc ça effectivement, ça reste un problème, on l'a vu dans le bilan des expérimentations. Mais donc nous, ce qu'on a pu voir par rapport à ça, c'est que forcément au niveau des cultures maraîchères et du passage des tracteurs, il faut adapter le nombre de planches en fonction de la taille des arbres. Donc nous, on est passé de 3 à 2 planches au fur et à mesure des années. Ou alors la possibilité aussi, c'est de faire une culture maraîchère un rang sur 2. C'est ce que font déjà quelques producteurs ici, production d'un rang sur 2. Alors après, il y avait le problème de la gestion des adventices en arboriculture. Donc nous, on y a plus ou moins répondu par rapport à l'enherbement qui était intéressant sur certaines cultures, notamment courges et patates douces en été. Donc ça peut être une gestion de l'enherbement en arboriculture avec ces cultures couvrantes. Voilà. Pour les traitements, donc a priori pas plus de traitements dans le cas d'un verger jeune, je le répète, hein. Mais par contre, toujours cette problématique d'homologation obligatoire à la fois pour les produits phyto en arbo et en maraîchage. Hein. Donc, comme on disait, pour l'abricotier, c'est intéressant, on avait le soufre et le BT qui est homologué sur les deux cultures. Donc, déjà, ça nous permettait d'avoir des produits homologués pareil. Et après, il y avait des questions sur l'orientation ombrage association végétale. Donc, nous, on a plus ou moins répondu aussi pour la partie ombrage avec les effets plutôt négatifs. Et après, voilà, donc ça, c'est à prendre en compte peut-être et créer un verger plutôt avec une orientation nord-sud. Parce que je répète, le verger de Tesa était orienté est-ouest. Donc, on retrouve beaucoup plus forcément cette problématique d'ombrage. Sachant que la CICA, c'est nord-sud. Donc, ils ne l'ont pas observé. Après, ce n'est pas les mêmes conditions.
Mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Pour la qualité du sol, nous on a vu donc il y avait quand même une abondance de vers de terre, plus d'auxiliaires. Les ravageurs, donc forcément aussi plus de ravageurs. Et voilà. Et après, donc le pas de retour en fait que j'ai rajouté à la fin, c'était des personnes qui n'avaient pas su dire les obstacles justement. Voilà. Alors pour 2020, donc j'ai reposé les mêmes questions, j'ai eu que 10 réponses, hein, donc ça va être très rapide, c'est pas du tout représentatif. Mais j'ai 7 personnes sur 10 qui ont dit qu'ils avaient déjà une parcelle en agroforesterie. Et c'est essentiellement des personnes qui ont de la diversification en arbo. J'ai surtout retrouvé pommiers, abricotiers et pruniers. Et en général, les personnes qui ont ces parcelles en place ont aussi des cultures maraîchères plutôt diversifiées aussi, mais plutôt divers. Donc c'est justement peut-être dû à ce fait que en hiver, il y a moins d'interventions à faire sur les arbres, donc c'est plus facile d'insérer des cultures maraîchères diverses que d'été. Donc Marforest les a confortés un petit peu dans leur projet. J'avais posé une question sur le fait que savoir si Marforest avait pu être une aide pour leur projet. La plupart ont répondu oui, parce que ça correspondait à une expérience de terrain de plus. Et d'autres ont dit non aussi parce qu'ils connaissaient déjà l'agroforesterie avant et qu'ils n'ont pas attendu le projet forcément pour se lancer dedans. Et après, donc j'ai recensé les avantages et inconvénients, donc 3 ans après, toujours pareil, des personnes ici. Donc les avantages qui ont été cités, c'est confort des plantes avec l'ombrage et surtout en été. Donc là, nous, on est plus ou moins d'accord puisqu'on l'a observé sur les salades. Il y a des personnes qui ont mis la gestion de la fertilité. Donc ça, c'est vrai que nous, on n'a pas trop parlé de la gestion de l'azote. On a fait des suivis azote aussi au cours de culture, mais on n'a pas vu forcément de différence liée à l'arbre, en tout cas, par rapport à la gestion de l'engrais et de l'azote. Mais ce qu'on peut dire, c'est que forcément, dès qu'on a mis de l'engrais sur les cultures maraîchères, les arbres en ont forcément bénéficié, ce qui a pu aussi engendrer l'augmentation de la vigueur des arbres sur ces parties-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on était d'accord avec cette partie gestion de fertilité. Pour la gestion de l'enherbement aussi, on l'a vu avec des plantes couvrantes, ça peut être quand même un avantage d'avoir un verger maraîcher. L'augmentation de la biodiversité aussi, un revenu supplémentaire par rapport à l'introduction du maraîchage. Et par contre, la gestion d'irrigation, elle a été citée à la fois en avantage et à la fois en inconvénient. Donc, je pense que pour la partie avantage, effectivement, l'irrigation peut profiter aussi aux deux cultures, tout comme la fertilisation quand elle est mise en place. Et pour la partie inconvénient, par contre, c'est vrai que moi, je l'ai dit au début à TESA, on a dû mettre en place un nouveau système d'irrigation pour pouvoir irriguer les cultures maraîchères, donc qui n'est pas forcément sur le même débit et sur les mêmes utilisations de matériel, donc ça peut être un inconvénient aussi. En inconvénient, on a surtout recensé des problématiques liées à l'arbre, donc manque de temps, manque de connaissances techniques, l'organisation du travail. Ça, c'est vrai que c'est souvent des choses qui reviennent. Voilà, mais la mécanisation, toujours pareil, les traitements et toujours le besoin de plus de personnel qui peut être relié avec l'embauche et le revenu supplémentaire. Voilà, et donc j'ai demandé aussi aux personnes quelles seraient les perspectives sur les vergers maraîchers, justement, qu'on pourrait travailler à plus long terme. Donc il y a des personnes qui m'ont cité, plusieurs personnes m'ont cité de travailler sur des itinéraires techniques de culture maraîchère et arbo. Donc sachant que nous, on y a travaillé aussi, puisqu'on vous a cité quand même toujours le même itinéraire technique en maraîchage, là, qui marche plutôt bien pour la plupart des cultures qu'on a vues. Donc voilà, ça peut être une idée. Il y a eu des besoins, enfin des perspectives sur notamment tout ce qui est aide de matériel spécifique. C'est vrai que tout ce qui est intercept et tout ça, on pourrait essayer de voir pour mettre en place des aides pour ce matériel-là. Essayer d'adapter aussi les homologations phyto. Alors ça, il faudrait voir directement avec les boîtes phyto s'il y aurait des possibilités d'adaptation à la fois en culture arbo et maraîchage. Des suivis sur plus de 10 ans. Donc ça serait peut-être le cas de la Centrex. On va voir si la Centrex va continuer le projet. Donc on a déjà 3 ans là, de réflexion. On va voir si on peut continuer. Nous, à TESA, on va arrêter là, puisque donc, la parcelle, comme je vous l'ai dit, le verger n'est pas très bien entretenu, donc on n'a pas pu faire bien les mesures qu'on aurait voulu faire. Donc le projet va vraiment se prolonger sur plutôt la partie SICA Centrex. Et il y a quelqu'un aussi qui a parlé de recherche sur des vieilles variétés rustiques. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant pour certains domaines spécifiques là-dessus à travailler pour les vergers maraîchers. Donc du coup, pour les perspectives de notre projet, comme je disais, c'est la SICA Centrex qui va continuer les essais cette année. Donc c'est pour ça que là, la visite qu'on prévoit donc mardi prochain,
c'est donc à la SICA, parce qu'ils ont continué à planter aussi des cultures d'hiver là. Donc on aura brocoli, fenouil qui seront en place. Et après, on continuera par contre à diffuser des informations sur les rencontres, formations, actualités sur les vergers maraîchers. Pour la partie communication du projet, donc juste pour vous dire un petit peu ce qu'on a fait en termes de communication, on a fait beaucoup de visites des parcelles pendant les 3 ans, notamment beaucoup de lycées agricoles qui nous ont contactés. On a fait une dizaine de visites. Il y a des lycées agricoles de toute la France qui sont venus. Il y en a d'Angers, il y en a de Toulouse, voilà, qui sont venus visiter les 2 parcelles. On a fait de toute façon aussi à chaque fois au moins 2 visites de parcelles par an, donc pour les cultures d'été, maraîchères et cultures d'hiver, avec les producteurs, les techniciens et les agriculteurs présents. Et 2 grosses journées aussi de restitution de résultats. Donc ça, c'est les photos que vous avez en bas. À l'époque où il n'y avait pas encore le Covid, on pouvait faire ça en présentiel. C'était quand même plus chaleureux, mais voilà, là, du coup, on est passé en mode visio. Donc ça, c'était pour la partie orale. Et tout ce qui est communication écrite sur le projet, donc on a fait un flyer et un poster aussi qu'on avait diffusé à Tekenbio en 2019, là, le dernier Tekenbio. On a fait plusieurs articles de presse aussi dans Réussir Fruits et Légumes, voilà, la presse locale aussi. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que là, on est en train de finaliser un livret sur tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, un livret bilan un petit peu de nos principaux résultats. Donc ça sera beaucoup plus résumé par rapport à aujourd'hui. Hein. Ça sera un livret sur 8 pages qu'on va du coup vous diffuser aussi à la suite de cette journée. Ah, le son coupe, on me dit. C'est chez lui. Ah, d'accord. Bon, j'espère que vous m'entendez toujours. De toute façon, c'est bientôt fini. Et je voulais parler aussi du livret Smart hein, qui est toujours en ligne sur Internet, hein, sur l'agroforesterie.fr. Je crois que tu me diras François sur le chat l'adresse exacte pour télécharger. Mais c'est vraiment un complément de nos résultats, je pense. Hein. Il y a beaucoup d'infos, notamment sur l'arboriculture, sur les espèces en arboriculture qu'on peut introduire dans un verger maraîcher, les avantages et les inconvénients. Donc, pour tous ceux qui sont présents à la visio, là, qui voudraient s'installer, c'est un guide qui est vraiment intéressant à lire juste avant l'installation pour bien prévoir la création de son verger maraîcher. Voilà, donc nous, on a fini. Donc, ce qu'on peut refaire, c'est donc si vous avez des questions, c'est le moment. Hein, on peut continuer sur le chat. S'il y a des personnes qui veulent éventuellement dire un petit mot sur leur expérience, vous pouvez le marquer sur le chat et on peut vous donner la parole aussi. Hein. Donc voilà, si quelqu'un peut dire quelque chose. Donc je vois que François nous a mis le lien pour télécharger le livret Smart. Donc en lien, en complémentarité avec ce qu'on vient de vous présenter. Donc j'espère que ça a répondu à vos attentes. Et sachez que voilà, tout sera en ligne normalement sur nos sites internet d'ici peu. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions auxquelles on n'avait pas répondu? Alors, il y avait la question sur les UHT. Il serait intéressant de voir ce que ça demande en termes de main-d'œuvre sur une surface donnée. Les maraîchage demande combien d'UHT en plus, par exemple. Ah ouais, donc ça serait plus en détail sur la partie temps de travail. Ouais. Alors ça, peut-être, ça peut être développé pour les prochaines suivis, je sais pas. Ça pourrait peut-être être étudié sur les 3 prochaines années, puisqu'on va rentrer en récolte sur les arbres fruitiers. Et ça nous permettra de voir et sur l'arbre et sur le maraîchage quelles sont les quantités de main-d'œuvre nécessaires pour récolte. À condition d'être financé, bien entendu, puisque le projet va s'arrêter au 31 décembre de cette année. Et actuellement, on n'a pas de financement pour poursuivre le projet. Donc, on est en train de faire des demandes et on espère qu'elles seront retenues. Moi, je pense aussi que c'est quelque chose qui pourrait être fait, mais possiblement chez des producteurs qui mettraient en place de l'agroforesterie, parce qu'encore une fois, nous, en tant que station d'expérimentation, on n'a pas les mêmes temps de travaux qu'un producteur. Et du coup, si on fait nous aussi le maraîchage à côté et qu'on compare nos chiffres agroforesterie avec nos chiffres maraîchage et nos chiffres arboriculture, ça pourrait donner au moins des explications en ratio, enfin des chiffres en ratio, mais qu'en chiffres bruts, on n'aura jamais les mêmes chiffres qu'un producteur. Après, est-ce que le maraîchage... J'ai une question. Ouais, qui est arrivée.
Forcément, quand des années d'animation. Oui, on nous entend pas très bien parce qu'il y a des travaux qui se sont mis là. Et là, ça devrait aller mieux. Intégrer des animaux. Alors, sur la SCAF, en fait, je ne suis pas sûre que ça soit possible. C'est pas prévu, en tout cas. C'est quelque chose qui se fait dans l'agroforesterie en général. Ça peut se faire, mais ce sera pas notre cas. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Ça, pareil, on pourrait voir s'il y a des agriculteurs qui le font et peut-être faire des mesures, enfin, ou en tout cas essayer de les suivre pour voir si c'est possible. Mais il me semble d'ailleurs, si ça intéresse des gens de voir ça, que la ferme de la Durette avait intégré les poules sur son lycée de verger maraîcher. Non, je ne sais pas si peut-être François pourra nous répondre. Après, on avait une question de Quentin aussi. Avez-vous noté une concurrence racinaire des arbres sur les légumes? Alors, c'est vrai que ça, c'était difficile à évaluer. Concurrence racinaire sur les arbres. Sur les 3 premières années, en tout cas, on ne l'a pas observé sur les cultures d'hiver, parce qu'en tout cas, le rendement par ligne ne montre pas de différence. Donc, ça veut dire que si les légumes plus proches des arbres présentaient un même rendement que ceux plus éloignés, c'est que la compétition racinaire, qui est quand même généralement assez localisée, n'avait pas spécialement lieu. Sur les cultures estivales, peut-être que ça jouait en effet un peu dans la réduction du rendement des lignes les plus proches des arbres, comme on a pu le voir sur la patate douce. Mais on n'a pas pu différencier spécifiquement si c'était la concurrence racinaire ou la concurrence pour la lumière ou quoi que ce soit qui entraînait ça. Au vu des apports qu'on a fait aussi, vu qu'on faisait des apports, que ce soit en eau ou en fertilisation, qui étaient on faisait les apports sur les arbres qui étaient adaptés aux arbres, comme si c'était un verger classique, et pour le maraîchage de même. Donc, normalement, ils avaient tous les apports nécessaires au niveau racinaire. Donc, pas forcément cette concurrence qui s'est mise en place. Alors, du coup, on va répondre à la question de Myriam et après, on te laissera la parole, François. Je vois que tu veux dire un mot. Myriam, elle nous demandait la durabilité du paillage tissé sur la partie maraîcher. Sur la partie verger maraîcher. C'est vrai qu'il y avait une modalité paillage tissé. Alors, sur la durabilité, il faudra voir encore dans le temps. En tout cas, sur les 3 premières années, il a bien permis de maîtriser l'enherbement, même si sur les bords de ce paillage, du coup, les adventices poussent et certaines se développent et viennent le recouvrir, etc. Donc là, ça devient compliqué de l'entretenir. Le paillage tissé a aussi posé un léger souci au niveau du travail du sol sur l'intervent. Il fallait faire particulièrement attention à ne pas trop s'en approcher pour ne pas le déchirer. Là, ce qu'on voit, c'est quand même qu'au bout de 3 ans, il a déjà commencé à se dégrader, à avoir des trous par endroits, etc. Donc, sa durabilité, en tout cas pour les 3 premières années, c'est intéressant. Est-ce que c'est plus durable que de l'entretien mécanique ou pas? Pas forcément répondre là maintenant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne durera pas sur la durée de vie du verger, en tout cas pas sur notre parcelle à nous. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question. François, on te découpe ton micro pour que tu puisses nous dire un mot sur. Alors, peut-être c'est toi qui vas pouvoir le faire parce que moi je ne peux pas. Oui, François ok. Borlin. Vous m'entendez? Il a coupé son micro, voilà. Vous m'entendez? On t'entend, François. Ok. Merci pour cette et pour ces résultats. C'est vrai qu'on a besoin de travaux en verger maraîcher parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser, beaucoup de questions, et donc toutes les expériences seront intéressantes pour compléter ce qui avait pu être fait dans Smart et puis ce qu'on continue à faire à droite à gauche. Donc c'est vrai que je reprends plusieurs choses qui ont été discutées sur l'effet des arbres sur les légumes. C'est pas évident à voir, mais dans Smart, on avait fait des suivis de rendement sur des légumes près des arbres, un peu comme ça a été fait là, près des arbres et puis à 2 distances d'éloignement. Donc on voit quand même dans une grande majorité qu'on a un rendement un peu inférieur sur la ligne la plus proche des arbres quand on est à moins d'1,50 m. Donc c'est vrai qu'il faut quand même garder une distance minimale
quelle que soit la culture, quel que soit le fruitier et son porte-greffe, pour éviter d'avoir trop de concurrence et donc de baisse de rendement. Même si, d'après la biblio, sur certaines espèces, le rendement peut être un peu augmenté sur les lignes supérieures, sur les lignes centrales qui sont un peu plus loin des arbres. Voilà, il faut quand même éviter d'avoir une imbrication trop forte entre les légumes et les arbres. Autre point sur les animaux, donc effectivement à la Durette, on avait prévu un atelier de poules pondeuses, donc il y a eu des petits tests avec un petit cheptel de 10 à 20 poules pendant 2 années. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que justement en termes de temps de travail pour des maraîchers installés, donc là aujourd'hui ils sont 2 sur environ 2,5 hectares à 3 hectares de maraîchage, et ils ont plutôt pris le parti de ne pas développer l'atelier de poules pondeuses parce qu'en termes de temps de travail pour déplacer les bancs de volailles avec les clôtures mobiles à la Durette, c'est des double rangs de fruitiers, hein, donc c'était sur des doubles rangs. Pour déplacer les poulaillers et surtout les clôtures mobiles, ça prend un temps assez important. Avec des bandes de 50 poules. Et donc, pour l'instant, le projet initial, ça fait partie un peu des choses qui ont évolué entre le projet et les intentions initiales et ce qui va se faire en réalité, quoi. Donc, le projet évolue un peu avec un autre projet de verger qui devrait être implanté l'hiver prochain. Avec des volailles en dessous, mais voilà, le projet initial d'avoir les volailles sur l'ensemble de la surface et sur les doubles rangs a été un peu modifié justement par l'interaction avec les maraîchers qui sont vraiment contraints dans le temps disponible. Et le dernier point que je voulais dire, c'est sur les aspects phytosanitaires. Vous en avez pas mal parlé. Il faut voir quand même sur beaucoup de vergers maraîchers, c'est quand même des parcelles valorisées en circuit court, donc en vente directe, donc avec souvent une forte diversité de cultures, avec des variétés qui sont choisies pour être adaptées à la bio, ce que vous avez dû faire aussi. Et ce qui fait que sur la majorité des vergers maraîchers, les enquêtes qu'on avait fait dans Smart, c'est que c'était des maraîchers qui étaient en bio, mais qui n'imaginaient pas faire de traitement en routine, même avec du soufre, même avec du BT. Donc la question phytosanitaire, finalement, elle se pose assez peu en verger maraîcher, sauf cas exceptionnels. Alors c'est vrai qu'à la Durette, bon, ils posent des voiles pour quelques problématiques, mais il peut y avoir un peu de casse de maladies ou de ravageurs. Les fruitiers aussi, les variétés ont été choisies et c'est là que c'est le plus important pour être le moins sensible possible aux maladies et aux pucerons notamment. On n'empêche pas d'avoir des dégâts de carpeaux, par exemple sur un pommier poirier. Mais voilà, finalement, la problématique phytosanitaire et les compatibilités entre fruits et légumes, elle est moins importante que sur d'autres systèmes un peu moins diversifiés, quoi. Donc vous, peut-être que la problématique, c'est que c'était valorisé en demi-gros, ce qui vous oblige à avoir une qualité de produit assez homogène. Et donc, effectivement, ça impacte l'itinéraire technique et la nécessité de traiter à un moment, quoi. Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord. Oui, effectivement, nous, c'est vrai qu'à la base, c'était aussi des arboriculteurs qui se posaient la question, donc qui étaient déjà dans un circuit de commercialisation en circuit long, hein. Et du coup, l'intérêt, c'était de voir aussi l'introduction du maraîchage. Donc, c'est vrai que nous, on s'est basé sur une commercialisation plutôt en circuit long. Mais après, à la SICA, il y avait. C'était plutôt circuit long aussi. Au niveau de la vente des produits. Ouais, c'est circuit long. Après, souvent, ce qui arrive, c'est que quand les producteurs ils mettent les arbres fruitiers et les légumes, alors ils s'occupent des légumes, bon, en général, il n'y a pas trop de soucis sur les légumes, mais au bout de quelques années, les arbres fruitiers ne produisent plus, ou alors ils ne récoltent pas parce que les fruits sont trop abîmés. Moi, j'ai visité plusieurs vergers, en fait, où finalement, les vergers n'étaient pas exploités. Finalement, ils exploitaient que ce qu'il y avait sous le verger.
parce que il n'y avait pas de traitement de fait, ça n'avait pas été réfléchi au départ, donc le traitement était impossible. Donc je pense que dès le départ, il faut quand même réfléchir à pouvoir un minimum traiter les vergers, au moins en période de risque, ne serait-ce que la floraison. Donc nous, on l'avait réfléchi au départ, c'est pour ça qu'on avait prévu des cycles assez courts sur l'hiver, pour pouvoir traiter en fin janvier, début février les abricotiers, au moment de la floraison, et ensuite pouvoir récolter les cultures d'été début septembre, de manière à pouvoir faire les traitements juste avant l'hiver sur les arbres. Ouais. Je pense qu'il faut quand même réfléchir au départ au minimum. Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? S'il y a quelqu'un qui a une question qui n'a pas été posée, n'hésitez pas à la reposer. Et qui n'a pas été répondue. Bon. Pour le paillage, pour la question sur le paillage, savoir s'il va tenir, le premier, nous faisons visiter la parcelle. Donc, si vous voulez venir voir dans quel état il est, et même l'état du verger globalement, comment il a été conduit, comment on a taillé les arbres, et comment se développent les plantes maraîchères, n'hésitez pas à venir le 1er décembre visiter la parcelle. Oui. Trop loin, dommage, la défense. En plus, on ne pourra pas trop faire de vidéos. Ça va être compliqué. On fera des photos. On verra des photos. Bon, ben, s'il n'y a pas plus de questions, je propose qu'on arrête là. Et juste pour ceux qui sont inscrits aussi à cet après-midi, ça sera un autre lien de visioconférence par contre. Voilà, donc il y a un mail spécifique normalement pour la gestion des bioagresseurs pour cet après-midi à 14 h. Voilà. Ben, merci à tous en tout cas. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres... Ah, s'il y a encore une question. Avez-vous beaucoup d'arboriculteurs qui cultivent les premières années? Oui. Ben, c'est ce qui se fait le plus ici. Hein. C'est surtout les premières années, effectivement. Au bout de... Les 2 premières années. Ouais, c'est ça. 2 premières années. C'est surtout ce qui se fait à la base dans le département. Donc le but, c'était de voir si on pouvait développer plus. Et surtout que les arboriculteurs, voilà, c'est souvent ceux qui sont en circulant aussi. Quelle culture Salade, carole. Salade et céleri. Salade, céleri. Moi, j'avais vu un producteur qui cultivait des artichauts entre ses figuiers aussi, des figuiers qui venaient juste de planter. On a un peu de tout. La fève. La fève aussi, ouais. On a fève. Avec un double rôle pour lutter un petit peu la fève souvent du plus sauron. Au printemps, ça permet d'avoir un certain réservoir d'auxiliaires dès le repas en végétation des vergers. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit plus souvent. Vous l'avez peut-être dit, mais quel était le type d'irrigation goutte à goutte aspersion séparé arbres légumes? Oui, on l'a dit au début, en fait, on était tous sur goutte à goutte, séparés hein, entre arbres et légumes, puisque comme je disais, là, nous on avait fait un test sur le rang la première année avec des courges, et les courges ont été complètement asphyxiées parce que on s'était basé sur l'irrigation des arbres, et en fait, elles demandent beaucoup moins d'eau que là, que les abricotiers en plein été. Donc, on a vraiment séparé les deux systèmes et on n'a plus mis de choses en place sur le rang. Donc, c'était du goutte à goutte, oui, sur toutes les cultures, sur les arbres et sur les légumes. Avec des programmations différentes. Programmations différentes, oui. Et à la Centrex, c'était vraiment goutte à goutte au niveau de chaque arbre. Il n'y avait pas un goutteur tous les 50 comme à Tesa. Non, c'était 2 gouttes à goutte par arbre, mais spécifiquement un de chaque côté de l'arbre sur le rang. Voilà. Et Myriam, elle nous dit, je vois fenouil, salade, courgettes sous les jeunes vergers de pêcher et de pommiers. Ouais, donc voilà, on a quand même une culture maraîchère diversifiée. Surtout des cultures d'hiver. Ouais, surtout d'hiver. La courgette, si, c'est vrai, la courgette, c'est plutôt l'automne. Il y a quelques maraîchers, là. Effectivement.
Ben, merci à tous et puis bonne fin de journée, bon après-midi à tous. Merci, au revoir. Merci, Merci. au revoir.